Bonsoir et bienvenue dans votre journal sur TV Vendée. Nous sommes le mardi 2 avril, voici les titres. 107 coureurs sont partis ce matin de Fontenay-le-Comte pour la deuxième édition du Région Pays de la Loire Tour. Cette course cycliste de 700 km se déroule jusqu'à vendredi. Nous reviendrons sur cette première étape 100% vendéenne. Aider les demandeurs d'emploi à s'insérer dans la vie active avec des formations, c'est le rôle du GEC. En Vendée, ce collectif est spécialisé dans le BTP. La semaine dernière, 25 personnes en recherche d'emploi ont visité des chantiers au Sables-d'Olonne pour découvrir les services du GEC. Enfin, nous prendrons la direction de la folie de Finfarine à Poiroux. Ce week-end était organisé un jeu de piste pour Pâques. À la recherche de jetons, les participants ont arpenté la forêt pour récolter du chocolat. Et on commence donc avec du cyclisme et on revient sur la première étape du Région Pays de la Loire Tour. Au total, 700 km vont être parcourus jusqu'à vendredi. La première étape était vendéenne. Les coureurs sont partis de Fontenay-le-Comte ce matin. Et après 210,5 km, ils sont arrivés à Saint-Jean-de-Mont. Le néerlandais Marijn van den Berg s'est imposé de justesse sur le sprint final. Alexandre Lenaour nous débriefe cette première journée. Chassés, les averses du début de matinée, les 107 coureurs au départ du Région Pays de la Loire Tour se sont élancés à 11h16 ce mardi du quai Pouet-d'Avant à Fontenay-le-Comte. 210 km 500 au menu de cette première étape, destination Saint-Jean-de-Mont. Un peu plus tôt dans la matinée, environ 200 personnes se sont rassemblées pour suivre la présentation des coureurs, mais aussi flâner, place de Verdun et approcher les 18 formations présentes au départ. Parmi elles, le team Total Energy, local de l'étape, et qui compte bien performer sur ce Région Pays de la Loire Tour. On n'a pas la possibilité d'être tous les week-ends sur nos terres, donc voilà, cette première étape 100% vendéenne, le Tour de Vendée bien sûr, ça permet d'être au plus près de nos supporters. Il y a beaucoup de monde qui vient nous voir, donc ça rajoute peut-être pas de la pression, mais une petite responsabilité quand même, parce que quand on évolue sur ces terres, déjà il faut éviter les pièges, et puis voilà, on est une équipe portée sur l'offensive, donc on va essayer de faire une belle course. Et déjà de réussir cette première journée, cette première entame, c'est une étape longue, 210 km, donc c'est pas une étape à prendre à la légère, et puis voilà, c'est de pas avoir de regrets ce soir et encore moins vendredi au Mans. Des regrets, le team de Jean-René Bernaudot va pourtant en avoir. Victime d'une chute à mi-parcours, Jason Tesson, l'un des favoris du jour, est contraint à l'abandon. Quelques bourrasques et de la pluie tout au long du parcours, comme seule difficulté du jour. Passage entre l'Hermenot, Talmont-Saint-Hilaire ou encore Sainte-Foy, avant de retrouver la côte atlantique et Saint-Jean-de-Mont. Aucune échappée n'arrivera au bout et à l'issue des 5 tours de circuit, c'était attendu, cela n'a pas manqué. Arrivée de cette première étape au sprint, Marijn van den Berg pour la formation EF Education Easy Post est le plus fort. Le néerlandais de 24 ans s'adjuge ainsi la première étape du Région Pays de la Loire Tour à la photo finish après 4h43 minutes de course. L'an dernier, j'étais un peu frustré car j'ai terminé 2 fois deuxième. Donc oui, heureux de l'emporter aujourd'hui sur cette première étape. Tout le monde savait que le dernier virage était primordial. On a essayé de rester sur la gauche, l'équipe a fait un super boulot. J'ai accéléré directement après le virage, ce qui fait que mon sprint était peut-être un peu moins bon au départ. Mais ça a finalement suffi pour l'emporter aujourd'hui. Prochain rendez-vous dès ce mercredi avec la deuxième étape du Région Pays de la Loire Tour. Départ en Loire-Atlantique à Châteaubriand pour une arrivée dans le Maine-et-Loire à Saumur. Sport toujours et on revient sur la 51e édition du Mondial Football Montaigu qui s'est achevée hier. Tout le week-end avaient lieu les finales des 3 tournois, Nation féminin, Nation masculin et les clubs. Chez les féminines, les japonaises se sont imposées face aux joueuses des Pays-Bas 2-1. Côté club, c'est le FC Nantes qui a remporté la coupe 1-0 face à Bordeaux. La sélection de Vendée est tout de même arrivée 4e. Et pour le challenge Nation masculin, la France a remporté la finale contre le Mexique 2-0 avec des buts signés Azizi et Aymar. Ça n'était pas arrivé depuis 2006. Écoutez donc le sélectionneur de l'équipe masculine en U16. On est très content, je suis très content pour les joueurs qui ont été exemplaires. Ils ont des très bonnes attitudes, c'est des bons gamins. Donc on est là pour les accompagner, pour les guider, pour leur montrer ce que c'est que le niveau international. Parce que c'est autre chose qu'un club. Et franchement, ils ont mérité la victoire et puis ce titre. Donc on écrit une page de plus dans l'histoire du tournoi de Montaigu pour le 51e. La 51e édition et voilà, féliciter le staff aussi qui a beaucoup travaillé. On a beaucoup donné, mais c'est notre devoir de les accompagner et on est très fiers pour la fédération. Et n'oubliez pas que vous pouvez revivre ces finales sur notre site internet tvvendée.fr.
Un point travaux. À partir d'aujourd'hui et jusqu'au 14 juin, des travaux de réfection de la chaussée sur la route départementale 948 en 2x2 voies vont être réalisés. Entre le giratoire Napoléon-Vendée de La Roche-sur-Yon et Bournezeau, une section de 16 km est concernée. Les voies seront donc partiellement neutralisées avec des limitations de vitesse. Des bouchons sont donc à prévoir pendant les heures de pointe. Pour favoriser l'insertion sociale et scolaire des jeunes suivis en institut médico-éducatif, le collège Colette-Lebré d'Esnay accueille une unité d'enseignement externalisée depuis le mois de septembre. Les 12 élèves qui font partie de cette UEE partagent les récréations, la cantine, mais aussi des activités comme le théâtre ou la couture avec les autres élèves de l'établissement. Des moments d'inclusion qui favorisent la sociabilité des élèves et permettent également de sensibiliser les jeunes face aux différences. Dans une UE, on est bien sur l'école ordinaire, sauf que du coup, les élèves ne sont pas en capacité de suivre les cours. Donc, on est vraiment que sur de l'inclusion sociale. Donc, on mange avec les jeunes et on fait des activités un peu culturelles, artistiques. Par exemple, le mardi, en inclusion, je fais du théâtre avec les lycéens et c'est bien, on rigole bien. Il faut que ce soit vraiment une partie prenante aussi du lycée. Je pense que si on force les gens à accueillir des enfants en situation de handicap, ça ne marche pas forcément. Là, il y a une vraie volonté dans ce lycée d'accueillir ces jeunes-là, de travailler avec nous. Ça contribue, on ne peut pas le faire sans en fait. Intéressons-nous maintenant à une autre forme d'insertion. Le GIEC BTP 85 comprenait le groupement d'employeurs pour l'insertion et la qualification a organisé 3 journées de découverte pour faire connaître ses services aux demandeurs d'emploi. L'objectif est de les réinsérer durablement dans la vie active. Ce collectif fait donc le lien entre les salariés, les entreprises et les organismes de formation. Simon Filippo a participé à la visite d'un chantier au Sables d'Olonne. Reportage. Une vingtaine de personnes en visite sur ce chantier d'une résidence, venues découvrir les métiers du bâtiment. Des personnes envoyées par différents organismes qui collaborent avec le GIEC, qui veut développer l'insertion par l'emploi dans le BTP vendéen. Il y a des gens qui sont envoyés par le Pôle emploi, les missions locales, le PLI. Le PLI, c'est le plan local d'insertion par l'emploi de La Roche-sur-Yon. Ce sont des associations qui sont en charge des jeunes mineurs non accompagnés. Pour les entreprises du secteur qui sont en sous-effectif et qui peinent de plus en plus à trouver du personnel qualifié, c'est un moyen différent de recrutement avec en plus une formation qui se fait en interne. Face au monde actuel, à la difficulté de trouver de la main-d'œuvre, on a pensé que le système GIEC pouvait nous apporter des gens qui aient l'envie d'apprendre et de pouvoir être embauchés à la suite de leur apprentissage. Le but, c'est qu'ils obtiennent leur CAP et puis qu'on puisse les emmener sur une année supplémentaire en mention zinc. Et puis après, qu'ils restent avec nous. On forme des jeunes, c'est vraiment pour leur assurer un emploi pérenne, quoi. Cette visite a permis à certains participants de trouver ce qui sera peut-être leur futur métier. Des liens se sont même déjà créés avec de possibles employeurs. L'électricité a l'air pas mal. Et pour le reste, maçonnerie, j'ai déjà des diplômes, donc ça ne m'intéressait pas vraiment. Mais ouais, l'électricité, ça a l'air d'être intéressant. J'avais voulu m'orienter dans cette filière d'électricité ou plomberie. Et là, je viens de voir, j'ai présenté mon CV et tout ça. Juste avant tout ça, de donner mon CV aujourd'hui, j'avais déjà posté ma lettre de motivation et mon CV à l'entreprise. Au-delà de l'accompagnement dans la formation, le GIEC s'occupe également du logement, des démarches administratives et de l'aide juridique pour permettre la meilleure insertion possible. 32 personnes bénéficient actuellement de ce programme dans le département. Au niveau national, près de 71% des personnes à être passées par les GIEC ont fini par trouver un emploi. Et on revient pour terminer sur ce week-end de Pâques. Et malgré le temps mitigé, les Vendéens étaient quand même dehors pour les traditionnelles chasses aux œufs. Certains sites en organisaient, comme celui de la Folie de Finfarine à Poiroux. Cette maison du miel et des abeilles a lancé un jeu de piste géant pour récolter les fameux chocolats. Un reportage de Grégoire de Châtillon. Juste après la pluie, le beau temps, ou presque, du moins un certain calme apparent. Le site de la Folie de Finfarine est grand, très grand. Où sont ces chasseurs d'œufs? Sont-ils cachés eux aussi? Il faut suivre la piste. Ou bien l'odeur du chocolat? Enfin, une première rencontre de chasseurs. Elle a déjà trouvé 2 petits totems et puis un petit lapin. Trouver des petites abeilles et des petits lapins, cela veut dire alors
que l'on va être récompensé. Et ça, cela plaît aux enfants, mais il faut savoir bien chercher. Il y en a qui sont cachés derrière les buissons, il y en a qui sont dans les arbres. Les mouches sont pourtant très utiles pour la reproduction de certaines fleurs. Il y a des indices comme ça et faut trouver. Et par exemple, il y a des pancartes où ils disent de trouver des petits jetons. Et quand on en a 5, par exemple, ceux qui ont moins de 6 ans, comme ma sœur, ils doivent en trouver 3. Et ceux qui ont plus de 6 ans, ils doivent en trouver 5. Donc tu m'as ramené les 5 couleurs. Et donc tu as le droit à... Regarde, hop, tu as un petit sac de chocolat. Merci. Avec une sucette au miel. Cela fait plus de 20 ans que l'on chasse les œufs de Pâques à la Folie de Finfarine. C'est une chasse aux œufs engagée puisqu'on propose que des chocolats soit bio, soit équitables, sans emballage, sans huile de palme, correspondant à nos valeurs. Avant, en fait, les œufs étaient cachés un peu partout, mais des vrais œufs en chocolat, et on avait des papiers après partout, les premiers se servaient. Et aujourd'hui, maintenant, en le faisant sous forme de jeu de piste, en trouvant des petites abeilles comme ça, en fait, c'est plus ludique. Et en même temps, voilà, c'est pas que ramasser plein de chocolat, mais c'est partager un moment en famille, en fait. Partager un moment en famille pour Pâques, la plus grande fête chrétienne qui commémore la résurrection de Jésus-Christ. C'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Demain matin, vous retrouverez François Pérez dans la matinale à partir de 7h. Et moi, je vous retrouve à 12h30. Passez une excellente soirée.